2 siècles en arrière, ça nous emmène le 4 mai 1821. On est donc à quelques heures, puisqu'on est un peu tard en ce mardi soir, à quelques heures du bicentenaire du décès de l'empereur. Regardez ce tweet, c'était ce matin. Donc, Éric Anceau, donc un spécialiste du sujet, qui nous a fait un décompte comme ça. J-1, 4 mai 1821. La longue agonie de Napoléon se poursuit. On est donc à Sainte-Hélène, à ses proches qui l'entourent. Il demande à plusieurs reprises le prénom de son fils qui lui échappe, là, il est très malade. Bref, demain c'est le bicentenaire, je ne vais pas vous poser s'il fallait le célébrer, comment, etc. De fait, le chef de l'État prononcera un discours dans quelques heures. Quel est, l'un et l'autre, quel est, Nicolas, peut-être pour commencer, l'héritage géopolitique de Napoléon en 2021, c'est-à-dire que, est-ce que 2 siècles après, nous, Européens, et peut-être au-delà, mais enfin, j'imagine qu'on va quand même se concentrer sur l'Europe, constatons encore ou pas un héritage géopolitique à l'Empire et à Napoléon? Alors, il y a évidemment un héritage napoléonien, parce que, d'abord, tout le 19e, en Europe et en France, s'est fait à l'ombre portée de Napoléon, et que par certains côtés, un pays comme l'Allemagne est quand même directement né en réaction à la défaite de d'Iéna. Défaite côté allemand, évidemment, ça a été un choc. Et c'est le nationalisme allemand est né de Napoléon. De même, tous les systèmes, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit continental, et qu'on oppose assez souvent au droit anglo-saxon, ce droit continental a été fait en réalité autour du Code civil français qui a été exporté un peu dans toute l'Europe. Et donc, aujourd'hui encore, beaucoup des traits de l'Europe, en fait, et certaines des frontières, datent de Napoléon. Ce qui est vrai, c'est que la deuxième chose, alors pour notre pays, c'est que à la fois la période napoléonienne marque l'apogée de la puissance française, y compris avec d'énormes excès, et c'est en même temps la fin. Parce que le moment où la France a dominé l'Europe, ça commence avec Louis XIV et ça se finit avec Napoléon. Ensuite, c'est l'Angleterre qui va prendre le leadership, et sur le plan économique, et sur le plan politique, institutionnel, et sur le plan des idées. Et une dernière chose quand même que je voudrais rappeler, c'est que, vous voyez, dans cette fameuse crise du Covid, où effectivement la France a fait triste figure, on ne peut pas dire qu'on ait brillé ni par la capacité d'anticipation de l'État, ni par la bonne gestion, ni par la force de notre industrie, ni par la qualité de notre recherche, mais il n'empêche que ce qui a tenu au bout du bout, et ça a été souvent rappelé, c'est le couple préfet et maire. Ouais. Et le préfet, avec toutes ses qualités et ses défauts, Dieu sait que c'est une institution qui est souvent critiquée, mais le préfet, ce qui nous a aidé encore aujourd'hui, qui a été au cœur de la gestion de cette crise, comme ça a été au cœur de la gestion de la crise et de la lutte contre le terrorisme, c'est le préfet, et le préfet, c'est le préfet napoléonien. Et je terminerai juste en passant évidemment la parole à Pascal, en rappelant que c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que c'est Tocqueville qui disait que le préfet napoléonien donne la main à l'intendant d'Ancien Régime au-dessus du gouffre béant de la Révolution. C'est vrai que sous Napoléon, en fait, sous le centralisme, alors qu'il a poussé à l'extrême, sous son intelligence qui préfigurait d'une certaine manière, c'est aussi comme ça qu'il gagnait les batailles, parce qu'il avait une capacité à gérer des données qui préfigurait d'une certaine manière l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Mais sous Napoléon, il ne faut jamais oublier qu'on a encore aussi beaucoup de traces de l'Ancien Régime, et que ça a été son génie de sortir de la Révolution avec un régime qui reprenait certains traits de l'Ancien Régime. Et dernière chose, je rappelle que la Ve République, c'est un régime unique en son genre, parce qu'il est à la fois bonapartiste, il est à la fois démocrate, et il est à la fois monarchique. Et donc, ce mélange de l'Empire, de la République et de la monarchie, c'est la Ve République dans laquelle nous vivons, et il y a bel et bien un héritage bonapartiste. Pascal, votre regard à vous sur ce legs napoléonien en géopolitique, parce qu'après le legs Napoléon, on ferait des... Oui, mais j'ajouterais les lycées au préfet, parce que c'est aussi quand même le socle éducatif à partir duquel on peut faire les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. D'un point de vue géopolitique, moi je serais plutôt critique, parce que effectivement, Napoléon quand même termine sa carrière, pour lui qui est un grand stratège, il la termine mal, par 2 guerres catastrophiques
la guerre d'Espagne et la guerre de Russie, qui sont, on parle beaucoup de guerres inutiles, qui étaient des guerres de choix, qui n'étaient pas des guerres de nécessité. Et son obstination à vouloir faire un blocus de l'Angleterre, au lieu de s'entendre avec elle pour faire une sorte de Yalta à l'époque, qui aurait préfiguré, et s'entendre finalement que les Anglais aient le contrôle des mers, etc. Du coup, ça l'a entraîné dans la guerre d'Espagne, et puis ensuite dans la guerre de la Russie, une saignée démographique énorme pour la France, dont on ne s'est pas tout à fait remis. Et puis encore aujourd'hui, ce qui est prégnant, pas en France, mais en Europe, c'est la France napoléonienne, c'est la France qui veut imposer par la force sa volonté aux autres pays européens. Et dès que l'on parle d'autonomie stratégique européenne, les autres Européens disent « Mais non, vous nous voulez nous ramener du coup vous nous refaites le coup de Napoléon. Vous juste virer les Américains pour commander à la place. » Et donc, Napoléon était un génie, mais qui a vraiment le legs quand même a coûté cher à la fin, de par ces deux guerres catastrophiques, guerre d'Espagne, guerre de Russie, parce que là, il n'a pas compris les situations et il s'est fait berner. Ouais. Je ne sais plus qui rappelait récemment, enfin, je disais ça, qu'effectivement les frontières de l'Empire, c'était un peu le début de l'Union européenne. Hein. C'était effectivement... c'était pas vraiment sur la base du volontariat. Non, pas sur la base du volontariat, mais c'est un peu les frontières de l'Empire à son apogée, effectivement, avant d'aller se perdre, entre guillemets, du côté de Moscou. Ce que souligne Pascal, c'est que à la fin, les frontières du Congrès de Vienne, en fait, la France est rétrécie par rapport à ce qu'elle était au moment où Napoléon... Ce qui est intéressant, c'est que vous dites, effectivement, c'est qu'y compris hors de France, y compris en Europe, 2 siècles après, on a encore Napoléon est encore présent dans les esprits, en tout cas. Le pays dans lequel il est le plus populaire, c'est pas un pays avec lequel nous sommes très amis, c'est la Russie. Parce que, bien que Napoléon ait fait la guerre à la Russie, les Russes vouent à Napoléon une admiration sans borne, alors qu'il est plutôt pas tout à fait apprécié, y compris en Allemagne, alors à laquelle il a plutôt rendu un service involontaire, mais à laquelle il a rendu service. D'une certaine manière, il est en tout cas respecté et craint par les Anglais aussi. C'est assez étonnant. Oui. Et il y a une littérature britannique sur Napoléon. Évidemment, il est extrêmement présent, puisque d'une certaine manière, c'est l'apogée de l'Empire britannique et la roule Britannica, et effectivement, elle produit de Napoléon. On a pris la suite, quoi. Voilà, c'est ce que bon, voilà, on pourrait parler des heures de Napoléon, évidemment. Enfin, vous pourriez. On va pas le faire. Enfin, en tout cas, on a réussi à faire le lien entre Napoléon et la crise du Covid via le préfet. Nicolas, merci. Allez, tout de suite, on aborde notre sujet du jour autour de l'intelligence artificielle.